Il est 13h31, merci de nous rejoindre sur Europe 1, 13h, la suite. Vous écoutez Céline Giraud et avec vous aujourd'hui Céline, vos deux chroniqueurs politiques, Olivier d'Artigol et Jean-Claude Dacier. Et nos auditeurs d'Europe 1 qui vont sans doute être intéressés par ce dont on va parler maintenant. Hier, ça ne vous a pas échappé, mes amis, la justice a suspendu l'expulsion de l'influenceur Doualem vers l'Algérie. Avant d'en débattre, je vous propose d'écouter Pierre Lelouch, l'ancien ministre et auteur de Engrenage, la guerre d'Ukraine et le basculement du monde. Il était sur Europe 1 au micro de Dimitri Pavlenko ce matin. Le régime algérien vit sur une rente mémorielle qui consiste à considérer la France comme étant l'ennemi éternel, comme dit un de leurs ministres, c'est-à-dire en fait le punching ball sur lequel on se défoule en permanence pour expliquer que tous les problèmes d'Algérie viennent de France. Voilà. Je crois que là, ils sont quand même passés un stade au-dessus. Je crois qu'ils sont en train de profiter du fait que la France est faible, qu'ils perçoivent qu'elle est molle, et que peut-être le moment est venu de lui faire sentir que, au fond, l'Algérie instaure une sorte de droit d'ingérence permanent sur la France via la communauté algérienne en France. Voilà, Pierre Lelouch, l'ancien ministre, ce matin sur Europe 1, Olivier d'Artigol. On monte encore d'un cran dans les tensions entre que le régime algérien puisse nourrir, cultiver et exalter un sentiment anti-français, c'est en effet le cas. Ce qui se passe sur aujourd'hui Doualem, comme on avait vécu sur l'imam Iqwissem, vous vous en souvenez, le tribunal administratif avec 3 juges a simplement indiqué qu'il y a une menace grave à l'ordre public justifiant expulsion. Donc le tribunal administratif ne dit pas qu'il ne faut pas expulser ce monsieur. C'est pas très clair. C'est extrêmement clair. Là, c'est du verbatim, Jean-Claude. J'ai lu vraiment le jugement. Trouve qu'il y a trouble à l'ordre public. Une menace grave à l'ordre public justifiant une expulsion. Mais c'est là où le bas blesse, les seuls faits établis par le ministre de l'Intérieur ne suffisent pas à justifier une procédure en urgence absolue. Oui. Donc, il vaut mieux que le ministère de l'Intérieur fasse moins de communication dans ces moments-là, davantage de droits, pour pas se mettre dans une situation où derrière nous sommes affaiblis. Bon, enfin, reconnaissons quand même que le jugement c'est la Normandie. Enfin, je veux dire, le jugement du tribunal, c'est oui, d'accord, il est allé trop loin dans les menaces proférées à l'égard des Français, mais néanmoins. C'est un signal fait en direction d'Algérie. Écoutez, la justice n'aide pas beaucoup les efforts qui sont faits pour essayer de régler les problèmes avec l'Algérie. Moi, j'ai été frappé par le voyage du patron de DGSE à Alger. Oui. C'est pas tout à fait neutre. Le 13 janvier dernier. Le 13 janvier dernier, bon, je pense qu'on a intérêt. Je suis frappé du fait d'ailleurs que le président de la République, pour l'instant, garde un silence, qui est assez exemplaire d'habitude. Je suis pas sûr que pour autant, ça veut pas dire qu'il ne travaille pas derrière. Je suis pas sûr qu'il faille tout de suite monter aux extrêmes. Mais c'est quand même un camouflet pour Bruno Retailleau. Oui, sans aucun doute. Oui. Mais vous savez, dans ce genre de conflit, on a besoin d'un responsable, on a besoin d'un bouc émissaire. Monsieur Retailleau était parfaitement dans son rôle lorsqu'il a dit à Doualem votre discours sur Internet est absolument inacceptable, vous allez repartir en Algérie. Bon, le fait que les Algériens l'aient renvoyé par le même avion quasiment le jour même, ça aussi veut dire quelque chose. Dans le même temps, Monsieur Retailleau a, semble-t-il, contre-attaqué lorsque l'avion Alger-Paris s'est posé à Roissy. Il a fallu longtemps. Je ne sais pas combien de temps, mais longtemps aux passagers pour venir sur le territoire français. On est arrivé à un point où il faudrait peut-être quand même se parler. Il y a des relations, encore une fois, la DGSE, c'est très important dans la lutte contre le terrorisme. Les relations commerciales sont importantes. On a des centaines de milliers d'Algériens qui sont sur le territoire français. Il faut en effet que l'Algérie fasse de gros efforts pour essayer de comprendre la situation dans laquelle nous sommes. J'espère qu'on va y arriver. J'en suis pas encore tout à fait sûr. Le ministre de l'Intérieur qui se réserve d'ailleurs de déposer un recours. Et donc le ministre de l'Intérieur a un mois. C'est ça. Pour reposer une demande d'expulsion, mais dans le cadre d'une expulsion ordinaire, ce qu'il va réussir à faire. Mais comment interpréter, selon vous, Olivier, cette décision du tribunal administratif? Que c'est pas un signal envoyé justement pour
apaiser, entre guillemets, ou détendre les tensions diplomatiques avec la France. Est-ce que le tribunal administratif n'est pas aux ordres de l'État? J'ai un ami qui s'appelle Michel Bernos, qui est le maire de Jurançon en Béarn et qui est juge administratif à Toulouse et qui m'a fait un décryptage de cette décision en me disant, mais tu sais, ça arrive à peu près 20% que des décisions soient retoquées. Là, il me dit, véritablement, l'argumentaire mené par le ministère de l'Intérieur pour aller vers une urgence absolue n'était pas suffisamment serré, n'était pas suffisamment solide. Enfin, vous avez entendu, mais dans le même temps, on lui retire son titre de séjour. Dites-moi ce qu'il a dit. Il appelait quasiment un certain nombre d'Algériens, sont ses amis ou ses complices, à agir sur le territoire français en se comportant comme on ne doit pas se comporter. Il doit, et c'est inadmissible. Il est en France depuis plus de 20 ans. Il est marié à une Française. Il a des enfants français. De toute façon, ce n'était pas possible son expulsion en l'état. Enfin, on lui a quand même retiré son titre de séjour. Et le tribunal administratif ne revient pas là-dessus. En détention dans le centre de rétention administrative de Seine-et-Marne. Sera expulsé, car il faut qu'il soit expulsé après les propos qu'il a tenus. Et ça se fera dans le cas du droit ordinaire. Voilà, c'est un contretemps, mais en effet, l'affichage sur le plan politique est désastreux. C'est ça. La presse algérienne mène une campagne d'une très grande violence vis-à-vis de Bruno Retailleau. Oui, bien sûr. Et la question que posait Jean-Claude Assier est très juste. Est-ce que nous sommes pour maintenir qu'à un cas, même si c'est très dur, des relations bilatérales? Est-ce qu'il faut faire baisser la température de tout ça? Aussi parce que prioritairement nous avons un compatriote français intellectuel Sansal qui est emprisonné, ou est-ce qu'il faut jouer une escalade? Je pense qu'il ne faut pas jouer l'escalade. Moi non plus, et je ne sais pas ce à quoi pense le président de la République, ça me gêne un peu quand même. La crise dure depuis déjà un certain nombre de semaines, Retailleau est la victime expiatoire, on a compris, il serait peut-être temps qu'on sache véritablement quel est le cap. Et Marine Le Pen, justement, réagit aussi à cette décision. Elle dit que la France manque de fermeté. Et justement, on va en parler de Marine Le Pen à 13h38. Pourquoi ? Parce qu'elle était sur LCI hier soir, sa première interview depuis la disparition de son père. Depuis 2012, la chef de file des députés RN n'a fait que gagner des électeurs. Alors écoutez sa réponse lorsqu'on lui parle du plafond de verre. Je ne crois pas à cette théorie du plafond. Ça, c'est un truc de la classe politique pour se rassurer. Donc, si vous me dites, est-ce que vous pensez qu'un jour vous allez pouvoir, la réponse est oui. Et j'ai hâte. Je vais vous dire, j'ai hâte. Voilà, parce que je n'en peux plus de l'inertie, parce que je n'en peux plus que notre pays réitère toujours les mêmes erreurs, dont pourtant il devrait savoir qu'elles ont contribué à mettre notre puissance France dans une situation de faiblesse qui est probablement historique. Dans l'intégralité des domaines, dans le domaine de la santé, dans le domaine de la recherche, dans le domaine de l'enseignement, dans le domaine de l'industrie. Voilà, j'ai hâte d'arriver au pouvoir, dit-elle, et j'ajoute qu'elle dit aussi je ne vis pas avec l'idée que la présidentielle 2027 puisse m'être barrée, je n'imagine pas que des magistrats décident de priver le peuple français de se choisir leur candidat à la présidentielle. Retour médiatique de Marine Le Pen, qui avait bien sûr été en période de deuil. Retour médiatique important pour elle. En effet, il y a ce rendez-vous judiciaire, décision du tribunal le 31 mars. Mais deux éléments pour elle qui changent un peu la donne. D'abord, le phénomène Retailleau dans l'opinion publique. On se souvient comment, lors de son élection comme président de la République, Nicolas Sarkozy avait réussi à siphonner le vote RN. Il y a aussi ce phénomène politique parlementaire où si le PS va de nouveau pas voter une censure, ça rend justement le positionnement à l'Assemblée du Rassemblement National moins faiseur de gouvernement. On lève le pouce, c'est bon, on le baisse, le gouvernement tombe. Il y a là une complexité parlementaire nouvelle pour elle. Donc elle a besoin, j'ai envie de dire, de refaire de la politique dans ce moment-là en donnant des éléments. Jean-Claude Assier, je pense qu'elle sur les ambitions de Marine Le Pen, qui les affiche clairement. Écoutez, non, mais là, c'est plus que clairement. Elle dit je vais être élue et j'ai hâte d'être au pouvoir, c'est clair. Mais à qui s'adresse-t-elle ? Moi, je veux bien, tes explications sont les bonnes, sans doute, aussi. Je sais pas. Mais d'abord, elle s'adresse au juge. Elle s'adresse à madame la présidente du tribunal qui va devoir, et qui est peut-être déjà en train, de rédiger le jugement qui aura quelque chose à voir ou pas avec les réquisitions qui, rappelons-le encore une fois, ont posé la non-éligibilité de Marine Le Pen, quoi qu'il arrive. C'est-à-dire que si le tribunal suit les réquisitions du procureur,
elle ne peut pas être candidate. La non-éligibilité ne pose pas de problème sur la décision, ça sera maintenu. Là où il y a le sujet, c'est sur l'exécution provisoire. C'est le seul sujet qui compte. C'est est-ce que oui ou non, ce sera levé ou pas. Est-ce que cette exécution provisoire sera levée ou pas? Encore une fois, c'est au juge qu'elle s'adresse d'abord, Marine Le Pen. Elle dit, j'ai hâte d'être au pouvoir, je vais être au pouvoir pour mettre en œuvre ma politique. Ensuite, on verra bien. Mais je pense, comme vous, que l'exécution provisoire sera difficile à maintenir dans le jugement du 31 mars. Mais je m'avance peut-être un peu, nous verrons. Néanmoins, imaginons ce qui se passerait si l'exécution provisoire, si le procureur était suivi par la présidente du tribunal et que Marine Le Pen ne pouvait pas être candidate. En tout cas, c'est sûr qu'effectivement, elle envoie un message. À l'élection présidentielle, elle ne fait que cela. Elle envoie évidemment un message au juge. Attention, parce que si elle ne peut pas être candidate, je veux pas être un oiseau de mauvais augure, je sais pas ce qui se passera dans ce pays. Ça ressemblera quand même à une protestation forte qui pourra éventuellement ressembler à une espèce de tsunami. Et elle a réaffirmé l'architecture du tandem qu'elle forme avec Jordan Bardella. Rien n'a changé. Lui à Matignon et elle à l'Élysée. Allez, 13h42, on reste ensemble. On se retrouve dans quelques instants. On va continuer à parler de ce qui se joue aujourd'hui, notamment du côté de l'Assemblée nationale avec ce conclave, cette réunion à huis clos, commission mixte paritaire pour tenter de trouver un compromis sur le budget. Est-ce que ça va passer? A priori, oui. Mais ensuite et maintenant, on va en parler. À tout de suite. Bon début d'après-midi avec Céline Giraud de 13h à 14h sur Europe 1.